Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir et à 18 jours du premier tour de la présidentielle. C'était le premier et le dernier débat à 11 candidats. Alors, quelle aura été son utilité? Quel éventuel effet sur les indécis? Et dans cette dernière ligne droite, les lignes ont-elles bougé? On va en parler avec de nombreux invités en notre compagnie. C'est l'un des nouveaux matchs de cette présidentielle. Les sondages d'un côté, les réseaux sociaux de l'autre. Et parfois, ils se contredisent sur les candidats et leurs prestations. Alors, l'analyse numérique peut-elle être prise en compte autant que les enquêtes d'opinion? Sur ce sujet, le match des idées opposera tout à l'heure Jackie Isabello de l'agence de communication Coriolink à Emmanuel Rivière, directeur général chez Kantar Public. Enfin, l'entretien, mon invité ne va pas nous parler d'un candidat, mais plutôt d'un couple, Emmanuel et Brigitte Macron, un duo à l'ambition inouïe, selon les mots de la journaliste Caroline Derrien. Elle est la co-auteure de ce livre intitulé « Les Macron chez Fayard ». Le grand entretien est à suivre. Voilà donc pour le programme, merci de votre fidélité. Mais d'abord, l'actualité ce soir, après l'attaque chimique en Syrie, tout indique qu'il s'agit de gaz sarin. Les États-Unis haussent le ton contre la Russie. Donald Trump n'exclut pas de prendre des mesures unilatérales. Les explications de Jérôme Rabier. Le bombardement au gaz toxique d'une ville du nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles, soulève des condamnations quasi unanimes. Ce soir, Donald Trump change de ton face à Bachar el-Assad et condamne un affront pour l'humanité. Ça a franchi de nombreuses lignes pour moi. Quand on tue des enfants innocents, des bébés innocents, des petits bébés avec un gaz chimique tellement mortel. Les gens étaient choqués quand ils ont su quel gaz c'était. Cela franchit de nombreuses lignes, au-delà d'une ligne rouge, de nombreuses lignes. Plus tôt dans la journée, François Hollande a demandé des comptes au régime syrien et à ses soutiens. Une réunion d'urgence a été convoquée à l'ONU, mais la Russie a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne validerait pas une résolution condamnant le régime de Bachar el-Assad. Soutien indéfectible du pouvoir en place à Damas, la Russie explique la présence de produits chimiques par un entrepôt qui aurait été touché par les bombardements. Dans l'enceinte de cet entrepôt se trouvaient des ateliers de fabrication de mines artisanales remplis de substances toxiques. Des combattants rebelles livraient des armes chimiques en Irak depuis cet arsenal. Ce soir, la représentante des États-Unis aux Nations Unies a évoqué la possibilité pour son pays d'intervenir de manière unilatérale. Voilà, et sur cette actualité, nous sommes en ligne avec Régis Le Sommier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, directeur général adjoint de la rédaction de Paris Match. Est-ce qu'on peut parler ce soir d'un tournant dans la position, dans l'attitude des États-Unis, de Donald Trump sur le dossier syrien et donc sur la Russie également? Alors, incontestablement, il y a un changement de ton chez Donald Trump. Il l'explique lui-même. Il dit j'ai changé, j'ai changé en gros d'opinion vis-à-vis de Bachar el-Assad. Néanmoins, on ne voit pas comment, à l'heure actuelle, agir. Qu'est-ce que ça veut dire agir unilatéralement? C'est-à-dire si la résolution de l'ONU ne passe pas ou s'il n'y a pas d'action au niveau de l'ONU, les États-Unis se réservent la possibilité d'agir. Mais dans quel cadre? Il faut se rappeler qu'on est sur le terrain avec une situation extrêmement compliquée où vous avez d'un côté les États-Unis sont partie prenante dans le conflit en Syrie, notamment dans la région de Raqqa, où ils soutiennent les forces kurdes et arabes qui entourent la capitale de l'État islamique. Les Russes, eux, sont aussi dans la région, ils sont dans le nord et ils soutiennent évidemment, vous le rappeliez, le régime de Bachar el-Assad. Mais si vous voulez, en Irak, les États-Unis également sont présents avec l'armée irakienne et les miliciens chiites qui, eux, soutiennent le gouvernement de Bachar el-Assad aussi, où on dit qu'une fois qu'ils auront terminé le travail au niveau de l'État islamique, ils pourraient aider Bachar el-Assad. Donc c'est une situation absolument inextricable aujourd'hui et on ne voit pas comment les Américains aujourd'hui pourraient dire on va déclencher des frappes sur le gouvernement syrien. Ça paraît assez aberrant et je me demande bien ce que prépare Donald Trump. Mais justement, on va attendre de voir comment cette menace verbale, vous l'avez dit, Régis Le Sommier, va se traduire. Mais est-ce qu'on peut la mettre également en écho, en résonance avec
avec, on s'en souvient, la fameuse ligne jaune de Barack Obama qu'il ne fallait pas franchir, qui avait été franchie et rien ne s'était passé. Est-ce qu'on peut exclure qu'il y ait aussi des considérations politiques, peut-être internes pour Donald Trump? Oui, alors incontestablement, il y a des arrière-pensées, on ne maîtrise pas tout. Et puis, il faut encore le rappeler, l'enquête qui est diligentée par l'ONU n'est pas terminée. Aujourd'hui, on a des soupçons évidemment très forts, comme quoi ce serait le gouvernement de Bachar el-Assad qui aurait perpétré ces frappes. Et bon, les Russes ont opposé une thèse différente. Pour le moment, aucune enquête indépendante n'a pu être menée sur le terrain. Il s'agit évidemment de témoignages qui ont été recueillis à droite à gauche, ils valent ce qu'ils valent, mais il n'y a pas en tout cas une version officielle, une commission indépendante internationale qui s'est rendue dans la région pour vérifier véritablement l'authenticité voilà. Et il faut rappeler également que quand on parle de rebelles sur la province d'Idlib, il s'agit d'une région qui est tenue par l'ex-front Al-Nusra, donc il y a d'autres groupes rebelles. Le groupe principal, le groupe qui mène les offensives militaires, notamment contre l'armée syrienne, c'est Al-Qaïda. Donc on est quand même dans une situation où... Voilà. Régis Sommier, on ne vous entend plus très bien. En tout cas, on vous remercie pour votre analyse ce soir sur ce qui peut être appelé un tournant, vous l'avez dit, dans la position, dans l'attitude des Américains, puisque Donald Trump, sur le dossier syrien, et par rapport également à la Russie, n'exclut pas ce soir une riposte. Comment va-t-elle se traduire? Nous le verrons également avec peut-être le prochain vote de la résolution à l'ONU, et nous reviendrons évidemment sur cette information tout au long de la soirée de notre édition. Retour à présent à 18 jours à présent du premier tour et au lendemain du débat à 11. Ce sera d'ailleurs le premier et le dernier débat. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Quentin Calmet. Fin de l'occupation du centre spatial guyanais aujourd'hui à Kourou. Les manifestants ont décidé de lever le camp, mais dénoncent toujours le manque d'investissement dans la collectivité territoriale. Ils réclament au total 3,1 milliards d'euros pour améliorer la situation sécuritaire, économique et sociale de la Guyane. Déclaration. Et nous sommes employés tout au long de nos journées de travail sur place, d'abord à construire ensemble avec les représentants de la société guyanaise un cadre de travail fait de confiance, de respect mutuel et de volonté d'avancer pour être efficace et pouvoir ensemble élaborer des décisions qui ensuite entrent en vigueur rapidement. Nous avons aussi décidé, et c'est l'objet d'une précision sur le plan d'1 milliard, d'aider la collectivité territoriale à hauteur de 500 millions d'euros, parce que aider cette collectivité territoriale de Guyane, c'est aussi soutenir sa capacité d'investir et donc de la commande publique et donc de structurer ce territoire. Au Front National. L'enquête a été ouverte en janvier 2016, mais elle n'est révélée qu'aujourd'hui par le Canard enchaîné. Elle vise de nouveau le Front National, mais au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen, alors présidente du groupe FN à la région, aurait utilisé des financements régionaux au profit du parti et de la campagne présidentielle de 2012, notamment pour salarier David Racheline, alors conseiller régional en PACA. Les principaux intéressés dénoncent une manipulation politique. C'est au terme de cette enquête préliminaire que le parquet de Lille décidera ou non d'engager des poursuites. Terrorisme. Ouverture aujourd'hui d'une information judiciaire concernant le dispositif de sécurité mis en place le soir des attentats de Nice. 9 mois après l'attaque au camion bélier qui avait fait 86 morts le soir du 14 juillet, 2 juges sont chargés d'enquêter pour savoir si le risque terroriste avait été suffisamment évalué par les autorités locales et le gouvernement. Europe. Adoption au Parlement européen d'une position ferme sur le Brexit. La Grande-Bretagne devra solder ses engagements financiers envers l'Europe, soit 65 milliards d'euros. Aucun accès au marché commun ne sera possible sans liberté de circulation pour les personnes, les services, les biens et les capitaux. Des parlementaires qui refusent toute nouvelle négociation avant une sortie claire et nette de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Un Brexit négocié dans les 2 prochaines années avec une validation par le Parlement de tout accord avec Londres. Le chiffre du jour.
Record battu sur la TNT hier soir, le grand débat à 11 était une première dans l'histoire. Il rassemble ainsi 6,3 millions de personnes, soit près d'un tiers des téléspectateurs devant leur poste hier soir. Un débat également très commenté via les réseaux sociaux. Rien que sur Twitter, on a atteint 1,6 million de tweets avec le hashtag Le Grand Débat. À 18 jours, ça y est, du premier tour et au lendemain du débat à 11, ce sera d'ailleurs le premier et le dernier débat. Eh bien, on pose ces questions-là. Les lignes ont-elles bougé? Les indécis ont-ils fait leur choix? Il y avait hier des candidats que nous avons davantage découverts. Alors, ont-ils bousculé le jeu politique? Y a-t-il un risque d'effritement pour les favoris? Sur tous ces sujets, le débat avec nos invités ce soir. Yves Marican, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études politiques chez ELAB. Nous accompagne également Élodie Milzarek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sémiologue, spécialiste en communication verbale et non verbale, donc dans les gestes, les attitudes, c'est très important, le comportement, on va en parler. Guillaume Tabar, bonsoir. Oui, attention à vos comportements. Rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro, et Patrick Appel-Muller, bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Humanité. Alors c'est la première question que l'on pose, Élodie Milzarek, au lendemain de ce débat. Tout simplement, est-ce qu'il a été utile, selon vous, cet exercice démocratique ? Tout à fait nécessaire, puisque c'était quand même important que les candidats qu'on appelle petits, qu'on n'avait pas pu entendre jusqu'ici, puissent faire entendre leur voix, même si ils l'ont porté en criant. C'était parfois criard. Voilà, la voix avait énormément d'importance hier, mais oui, tout à fait nécessaire. Est-ce que vous faisiez partie, les uns ou les autres, des sceptiques, Guillaume Tabar, qui au départ, pour ce débat 11, dit quand même, c'est beaucoup, et finalement, vous avez trouvé l'exercice plutôt réussi, bien mené, bien passé? Oui, alors, avec les limites du genre, on savait qu'à 11, c'était compliqué de faire parler tout le monde, un temps suffisamment important pour qu'il y ait un vrai discours un peu argumenté, et avec des vrais débats réels. Donc, c'est sûr qu'à 11, on débat moins bien qu'à 4, à 5 ou même à 6. Donc ça, c'était une des vraies limites du débat. Mais malgré tout, il y a eu des échanges, il y a eu des positionnements qui sont précisés. Voilà, alors bien sûr, il fallait tenir 3h30, pas loin de 4 heures même à l'arrivée. On aurait pu préférer d'autres formules avec peut-être moins de participants ou non, mais moi, je suis contre une distinction entre gros et petits, mais moi, j'avais imaginé qu'on puisse faire 2 débats d'avant-premier tour, 2 fois 6, enfin 1 fois 6, 1 fois 5, et puis en s'arrangeant pour faire un panel à peu près représentatif de l'ensemble des candidats, pour garantir à la fois le pluralisme, je crois que c'est quand même quelque chose d'important pour un premier tour, et 2, une vraie possibilité d'échange et de débat. En tous les cas, Yves Marican, premier et dernier débat à 11. On l'a pris, c'était l'information de la fin d'après-midi de la soirée. Il n'y aura pas d'autres débats sur le service public, trop compliqué à organiser. Puis pour certains candidats trop proches vraiment du premier tour, est-ce que selon vous, alors vous n'êtes pas dans la tête des candidats, c'est une excuse ou vraiment un tel débat comme on l'a vu hier, si près de l'échéance du premier tour, ça peut être risqué ou en tous les cas s'enfiler pour certains? Je pense qu'il y a de bonnes et de mauvaises excuses. Enfin, en tout cas, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que la date du 20 avril, effectivement, à 3 jours du premier tour, ça pouvait paraître un peu tardif. D'autant plus qu'on sait que souvent, le jeudi soir d'avant-premier tour, c'est les derniers grands meetings. Il y a même un certain nombre de traditions, le Parti socialiste à Toulouse, etc. Donc c'est vrai que, pour le coup, c'est quelque chose qui aurait pu être anticipé, autant finalement par le service public que par les candidats eux-mêmes qui se sont quand même réveillés un peu tard, la date étant connue depuis quand même plusieurs semaines. Donc il y a aussi un intérêt stratégique, je pense, notamment des principaux candidats, ceux qui font figure de favoris, en tout cas qui peuvent prétendre à une qualification pour le second tour, qui n'avaient peut-être pas effectivement un intérêt stratégique très important à aller se confronter à 11 pendant 3 à 4 heures, sans finalement avoir la possibilité le lendemain de rattraper le tir si besoin. Vous êtes d'accord, Patrick Appel-Muller, puisqu'on parle de ses favoris, on parlait d'un trio de tête, aujourd'hui il faut parler d'un quatuor, avec Jean-Luc Mélenchon. Les 4 auraient, non pas à perdre, mais risquent l'effritement, un petit peu l'émiettement avec un autre débat à 11. Je ne suis pas sûr que le débat en soi constitue un facteur d'émiettement. Il est vrai que peuvent se produire à la fois des interventions, des accusations,
qui permettait pas aux uns et aux autres de répondre. Je crois aussi que, en l'occurrence, France 2 n'a pas été très habile, parce que les objections lui ont été présentées très tôt. Elle a commencé par dire ce sera le vin ou rien du tout, et finalement, on arrive à rien du tout. Je pense qu'elle aurait pu anticiper un peu mieux les choses. Alors, on va rentrer dans le vif du débat d'hier, mais dans notre débat d'aujourd'hui. On va écouter, c'était quand même l'un des thèmes qui a marqué hier les confrontations, la moralisation de la vie politique, terrain glissant pour François Fillon. Et ce sera intéressant, Élodie Milzarek, d'avoir aussi votre point de vue sur les gestes, les attitudes. Il a répondu, François Fillon, par une longue anaphore. On l'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un président exemplaire? C'est d'abord un président qui dit la vérité aux Français sur la réalité de la France et la réalité du monde. Un président exemplaire, c'est un président qui met en œuvre les engagements qu'il a pris devant le peuple, quelles que soient les difficultés. Un président exemplaire, c'est un président qui respecte son Premier ministre, qui respecte le gouvernement et qui respecte l'équilibre des pouvoirs prévus par la Constitution. Un président exemplaire, c'est un président qui ne se sert pas des moyens de l'État pour affaiblir ses adversaires. Et un président exemplaire, enfin, c'est un président qui ne confie pas à des journalistes et des secrets défense. Et pour finir, un président exemplaire, c'est un président qui, au bout de 5 ans, peut dire qu'il a amélioré la situation et la vie des Français. Élodie Milzarek, habile d'avoir retourné la situation et la question. Il est incroyable, François Fillon, dans cette campagne. Il est totalement romanesque, c'est-à-dire que même au niveau de sa gestualité, c'est assez fou parce que il arrive à être totalement en dissociation, c'est-à-dire sur des thèmes qui devraient l'interpeller très lourdement, où on devrait voir émotionnellement des choses qui se passeraient sur le visage. Non, il arrive à être tout à fait en retrait par rapport à ça, ce qui est assez différent d'ailleurs, parce que souvent, on fait la comparaison avec un Jérôme Cahuzac, même si le contexte n'est pas le même. Et Jérôme Cahuzac, lui, on voyait des items de mensonges. Il y avait le regard fixe. Enfin, il y avait des choses qui, en tout cas, étaient visibles pour les experts, notamment sur le non-verbal. Non, chez François Fillon, tout est incarné. C'est-à-dire qu'il est dans l'authenticité et il croit clairement à ce qu'il raconte. Et donc, c'est assez incroyable parce qu'effectivement, toute cette partie sur l'exemplarité, enfin, on n'attendait que ça, de voir justement comment est-ce qu'il allait en parler, et il en parle de manière très sereine. Donc de ce point de vue-là, il a été bon, mais c'est très surprenant parce que cette dissociation peut même nous amener à penser, est-ce qu'il n'y aurait pas, d'un point de vue psychologique, quelque chose qui est en train de se jouer? Est-ce qu'on ne va pas apprendre dans plusieurs semaines qu'il aura une double vie, etc. Enfin, voilà, mais en tous les cas, il y a des choses, d'un point de vue des items et de ce qu'il montre, ou en tous les cas ne montre pas, en termes d'implication émotionnelle, qui sont très interrogeants. Il y a une personnalité qu'on découvre, oui. Là on parlait des petits candidats, mais même les favoris, on les découvre aussi davantage. Je ne sais pas si je parlerai d'un François Fillon serein, parce qu'il y avait un masque, et on sentait que ce masque aussi était, travaillé. Il savait qu'il allait s'en prendre. D'ailleurs, de la part de Poutou ou autre, il s'en est pris. Donc, qui s'était préparé à justement ne pas laisser transparaître de la fébrilité et de l'émotion. Et ce qui me frappait aussi, au moment où, à la première fois que la question de l'exemplarité est abordée, il a un chat dans la gorge. Et on voit, il essaye de parler quand même, mais il doit se racler la gorge. Bon, et je pense que voilà, c'est en termes aussi d'expression physique, ça témoignait d'une certaine difficulté à parler de ce sujet, parce que quand même, je pense que même s'il a une résistance personnelle qui lui permet quand même de traverser cette campagne malgré tout ça, c'est malgré tout intérieurement difficile pour lui à vivre et à affronter. Mais vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas vraiment gérer et contrôler. Par exemple, je pense au clignement de paupières, à la dilatation des pupilles, aux fentes palpébrales qui descendent. Et là, il n'y a pas de marqueur sur lui. En revanche, quand vous regardez Pénélope Fillon, ça fait plusieurs semaines qu'elle a vraiment... et c'est une déprime assez... Mais, alors, on a cet aspect qui est important, parce qu'il y a l'aspect... j'allais dire psychologique et la communication verbale, non-verbale, et il y a quand même l'aspect politique également. Patrick Appel-Muller. Je comprends qu'il soit raclé la gorge pour prononcer le mot il est resté dans son couloir. Est-ce qu'il est resté dans son couloir, François Fillon? François Fillon, moi je l'ai trouvé assez usé. Il a tenu le discours, il a essayé de dérouler son programme, mais son programme n'est pas passé non plus de la même manière que lors du premier débat, parce qu'il y avait en face un discours d'opposition plus fort, avec aussi bien Artaud, avec Poutou, avec effectivement Hamon-Mélenchon, et son programme, qui ne lui a pas valu d'ailleurs de grands progrès dans les sondages à partir du moment où il l'a présenté, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été un appui pour progresser. Donc
Oh, il est resté stoïque, mais je l'ai trouvé, moi, assez... oui, mais vous dites que son programme n'a pas été un appui, mais pour... Il a commencé à perdre des points dans un sondage à partir du moment où il l'a présenté. Pour un candidat qui a eu tout ce feuilleton, Yves Marican, c'est quelqu'un qui se maintient toujours. C'est toujours le même étiage. Alors, je ne sais pas si après le débat, vous avez déjà des indications. On a une première indication. Il est aujourd'hui à 19% d'intention de vote dans l'enquête que nous avons réalisée aujourd'hui, donc à 100% après le débat. Oui, donc dans un mouchoir de poche. C'est un point de plus que la semaine dernière. Donc ça progresse légèrement, mais en même temps, il n'y a pas une envolée des intentions de vote en faveur de François Fillon. Ceci étant dit, ce qui est quand même très frappant concernant François Fillon depuis le déclenchement des affaires, en tout cas des accusations dont il fait l'objet, c'est certes qu'il a baissé, mais en même temps, il y a un socle qui est là, un socle solide, qui est aussi entre 17 et 20% depuis maintenant 7 à 8 semaines, et qui lui est, je pense, totalement acquis. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec le débat d'hier soir, dans le sondage que nous avons réalisé auprès d'un échantillon de téléspectateurs, on voit que de tous les candidats en présence, c'est celui qui a le plus convaincu ses électeurs potentiels. Donc je serais tenté de dire que François Fillon, il n'a peut-être pas gagné des points, il n'a pas crevé l'écran non plus, mais il a fait le job, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu non plus ce qui lui était déjà acquis. Et donc c'est aussi une bonne nouvelle pour le candidat, pour les 18 jours qui lui restent à mener campagne, parce que l'enjeu pour François Fillon, c'est certes de conserver son socle, mais c'est surtout de l'élargir s'il souhaite pouvoir accéder au second tour de la présidentielle. Donc il a, entre guillemets, si on peut dire, si je résume, Guillaume Tabar assuré, puisqu'il s'est adressé, j'allais dire, à son électorat, à son noyau dur. Est-ce que c'était le cas pour les autres candidats? On pointe toujours le surgissement de celui qui confirme vraiment sa dynamique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Oui. Il y avait chez Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire, une forme d'assurance tranquille dans ce débat. On le sentait comme libéré par le premier débat. C'est-à-dire que, clairement, il a marqué des points lors du débat du 20 mars sur TF1, qui a été marqué par sa percée dans les sondages à ce moment-là. Donc, il arrivait, j'allais dire, assez tranquille. C'est-à-dire que, pour Fillon, il y avait un vrai enjeu d'arriver à résister. Pour d'autres aussi. Enfin, pour Benoît Hamon, on en parlera peut-être aussi. Enfin, plusieurs avaient des enjeux un peu dramatiques, si j'ose dire. Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, il en est à gérer du bonus, ce qui est quand même plus confortable. Et c'est vrai qu'il était peut-être plus patelin hier soir. Mais ce qui m'a frappé dans un sondage, alors, je ne sais pas si c'est l'AP qui l'a fait ou dans une étude faite, je crois, par le cabinet Dentsu, qui affecte des items aux candidats, des traits de caractère, de comportement, etc. Donc la confiance, la colère, la joie, etc. Longtemps, on a assimilé Jean-Luc Mélenchon à la colère. Et là, dans ce qui sortait en premier et de loin, c'était la joie. Et c'était le seul candidat qui ressortait avec la joie comme item. Je crois que c'est le reflet de cette campagne. C'est intéressant d'avoir vos deux avis. D'abord, Patrick Appel-Muller, vous lui avez consacré de nombreuses unes à l'humanité. Est-ce que vous-même, vous avez vu cette mue, cette carapace qui a changé? Je crois que dans un premier temps, on a senti déjà une dynamique. Et Jean-Luc Mélenchon a conduit la campagne non pas sur le thème du bruit et de la fureur, qui avait été l'un de ses thèmes précédents. Et il a au contraire posé la question de rassembler des gens qui allaient au-delà du champ habituel d'attention à son égard. Et là, il a une campagne qui est tout à fait délibérée en direction des indécis, des abstentionnistes, de gens qui ont besoin à la fois d'entendre un discours qui leur convienne, mais qui n'empruntent pas forcément des canaux habituels d'un discours politique de gauche extrêmement marqué. Et là, la situation lui est effectivement favorable. Il n'est plus menacé par Benoît Hamon, qui rencontre de grandes difficultés. Je dirais que François Fillon, maintenant, a son souffle sur la nuque. Donc, il peut avoir des ambitions, il peut s'adresser beaucoup plus largement. Et je pense qu'il était dans une situation, effectivement, hier soir, d'assez grande confiance, d'autant plus que d'autres intervenants disaient des choses qu'il aurait pu dire. Est-ce que ça s'est vu dans ses gestes, Élodie Milzarek? Est-ce que le tranquille, c'est pas la force tranquille? Vous avez dit l'assurance tranquille de Jean-Luc Mélenchon, elle est visible, elle est naturelle. Ce qui était tout à fait notable, c'est que généralement, s'il y a une voix forte sur le plateau, c'est quand même celle de Jean-Luc Mélenchon. Et là, finalement, mais comme il n'était plus l'ultra-gauche à lui tout seul, on sent qu'il a délégué ce rôle-là à une Nathalie Arthaud qui était beaucoup plus pugnace et un Poutou qui était là aussi très présent. Mais même ce symbole-là du point levé, du martèlement,
également. C'est Lassalle aussi qui reprenait ça, voire même parfois aussi Cheminade. Et donc finalement, Mélenchon n'avait pas besoin d'occuper ce rôle-là. Et il est apparu finalement moins radical que ce qu'il pouvait être dans d'autres types de débats. On va parler un tout petit mot pour taquiner amicalement Patrick Epenmuller. Il y a quelques mois, on se souvient que le Parti communiste regardait la candidature de Jean-Luc Mélenchon avec un peu de distance, même n'était pas très chaud pour s'engager derrière lui. Finalement, aujourd'hui, vous vous réjouissez de... Vous lui dites merci. Vous ne vous adressez pas au Parti communiste, mais à un journal, l'Humanité. Voilà. Quand je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas aux Républicains, Guillaume. Mais parce que le Figaro n'a jamais été le journal des Républicains. Comment ? Parce que le Figaro n'a jamais été l'organe. Mais ça fait très longtemps que l'Humanité, vous datez, n'est plus l'organe du Parti communiste. Il y a une certaine traçabilité. C'est vrai, sur le regard, on va dire, des communistes sur Jean-Luc Mélenchon, ils sont convaincus de sa campagne aujourd'hui. Je pense qu'il y a un engagement militant des communistes avec leurs spécificités, de la même façon que des forces comme celle de l'Ensemble, Clémentine Menottin, mènent campagne avec leurs propres thématiques. Je crois que ça va se poursuivre, mais je pense qu'il y a maintenant un mouvement assez ample qui se dégage, et que l'électorat de gauche, mais bien au-delà d'ailleurs de l'électorat communiste traditionnel, l'électorat socialiste s'y retrouve aussi assez massivement, comme les marqueurs de gauche respectés, une identité assez forte, une détermination à changer, reprendre le discours du progrès social. Je crois que tout ça reconstitue une sorte d'identité de gauche, et de gauche plutôt heureuse dans la mesure où elle est en progrès. Donc à la recherche de l'identité de gauche perdue, on la retrouve chez Jean-Luc Mélenchon ? Mais d'autant plus qu'on a un Hamon qui est assez absent, et de fait... Ça vous a frappé hier ? Ah oui, effectivement... C'est-à-dire que, si vous voulez, Hamon, il a une gestuelle qui lui est assez propre finalement. C'est vraiment un des rares qui fait une gestuelle vraiment à l'horizontale et à la verticale. C'est vraiment le professeur qui vient vous expliquer, c'est le pédagogue. Mais on sent qu'il a du mal, si vous voulez, à sortir de cette posture. Là où un Mélenchon excelle aussi, mais en ajoutant de l'humour, en ajoutant de la philosophie, Hamon reste finalement un professeur assez technique. Et on sent que voilà, il a du mal à aller sur d'autres paradigmes, et de fait ça se retrouve. On va parler dans quelques instants des autres candidats, ceux qui pour certains téléspectateurs gagnent à être connus parce qu'ils les ont découverts, mais quand même un mot d'Emmanuel Macron, Yves Marican, parce qu'on avait dit depuis plusieurs jours qu'il serait au centre des attaques et que lui-même riposte souvent avec virulence et pugnacité. Hier soir, bien sûr qu'il a riposté, mais était-il vraiment au centre de toutes les attaques ? Non, pas véritablement. Je pense qu'en tout cas, Marine Le Pen l'a été davantage qu'Emmanuel Macron. François Fillon l'a été aussi davantage qu'Emmanuel Macron. Et en fait, je pense qu'on a surtout observé avec ce premier débat, c'était une première historique, avec l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle réunis sur un même plateau avant le premier tour, on a surtout vu en fait se dessiner aussi un clivage entre ce qu'on appelle les grands et les petits, alors entre guillemets pour les qualificatifs, mais c'est beaucoup de ce clivage aussi qui a joué, avec cette particularité que je trouve très intéressante, c'est que justement ça a aussi d'une certaine façon ramené Marine Le Pen dans le système qu'elle dénonce, la dénonciation dont elle a fait son fonds de commerce. Et c'est vrai que notamment l'attaque dont elle a fait l'objet de la part de Philippe Poutou est extrêmement révélatrice. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans le sondage que nous avons réalisé auprès de téléspectateurs à la fin du débat, c'est notamment effectivement le score de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui n'a pas du tout performé dans ce débat, y compris d'ailleurs auprès de ses électeurs potentiels. Il y a seulement un électeur potentiel de Marine Le Pen sur deux parmi nos téléspectateurs qui la cite comme le candidat qui les a le plus convaincus. Donc c'est dire quand même combien elle s'est retrouvée concurrencée, notamment par ces petits candidats qui, sur bien des aspects, finalement, ont une posture qui est assez proche de Marine Le Pen, ont aussi un discours, notamment sur la question européenne, qui est parfois très proche, voire encore plus radical que celui de Marine Le Pen. Et donc ça l'a quelque peu marginalisé, en tout cas cornérisé sur ces sujets. Je vais vous laisser réagir tout de suite, mais puisque vous en parlez, on va écouter cette passe d'armes, ou plutôt cette attaque frontale sur les attaques menées par Philippe Poutou. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi.
Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Alors, l'analyse des gestes et des mots et l'analyse politique. Bon, il a été exceptionnel, Poutou, hier. Et j'ai trouvé que c'était une belle revanche par rapport à la façon dont il avait été traité, notamment chez Ruquier, dont on n'est pas couché, qui lui a dit frontalement, mais finalement, vous allez faire que 1%, vous ne servez à rien. Bon, bah là, hier soir, il a montré qu'il servait à quelque chose. À quoi sert-il alors précisément, à casser les codes. J'étais un peu étonnée. C'est vrai que ce matin, j'étais avec Arlette Chabot, qui disait, mais c'était fou, ce manque de respect qu'il peut avoir. Finalement, il interpelle, il parle de Fillon, il dit même pas Monsieur Fillon, il dit les bonhommes, etc. Mais je pense qu'il est tout à fait révélateur de cette nouvelle société. On parle beaucoup de l'entreprise libérée, on parle beaucoup d'une société qui est davantage horizontale que verticale. Bon, bah lui, il arrive et il casse les codes et il est symptomatique de ce changement sociétal où finalement, les constructions pyramidales, bah, ça commence à... C'est important ce que vous dites, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce que sur les réseaux sociaux, on va le dire, il y a eu plusieurs réactions, aussi de la part de certains journalistes et puis plus largement d'autres personnes qui ont trouvé justement sa réaction hors cadre, hors débat. Or, comme vous dit Élodie Milzarek, Guillaume Tabar, il a le droit, Philippe Poutou. Ce n'est pas, entre guillemets, indigne, comme certains l'ont dit, de s'exprimer ainsi, de bousculer les autres candidats. Si je trouve un peu, je veux dire qu'on le veuille ou non, il est candidat à l'élection présidentielle. Alors, il a beau dire qu'il ne veut pas être président, mais à ce moment-là, pourquoi se présente-t-il? Il est candidat à la fonction suprême, de personne qui est censée incarner et diriger le pays. C'est vrai que je trouve qu'on ne s'adresse pas. On peut avoir des idées. Je veux dire que Nathalie Arthaud, elle avait aussi un langage fort. Jean-Luc Mélenchon, il est sans complaisance à l'égard de Marine Le Pen, de François Fillon ou des autres. Mais lorsqu'il s'adresse aux gens, il ne dit pas ce bonhomme, il fait ceci. Je trouve qu'il y a un manque de... Et puis surtout que là, on voit quelques aspects où il fait un peu son spectacle. Mais qu'un candidat parle de la police, en disant oui, les flics qui font chier les jeunes, excusez-moi, sincèrement, c'est le genre de spectacle, moi, qui ne me fait pas rire du tout. Et ensuite, grande leçon de moi, je suis un ouvrier, je sais ce que c'est que le peuple, etc. À l'arrivée, on va voir, pour l'instant, dans les sondages, il y a 1% des ouvriers qui votent pour Philippe Poutou, 43% qui votent pour Marine Le Pen, 0% des chômeurs qui votent pour Philippe Poutou, 37% qui votent pour Marine Le Pen. Et surtout beaucoup qui s'abstiennent. Et beaucoup qui s'abstiennent, oui. Vous avez raison, qui s'abstiennent. Mais en tout cas, ils ne votent pas Philippe Poutou. Donc, venir faire un show en disant, voyez, moi, j'ai pas de cravate, donc vous me parlez... Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, parce qu'on dit casser les codes, et j'entendais Benedetti ce matin qui disait qu'effectivement, il a choisi cette stratégie-là, ce registre. Mais je pense que le fossé est plus grand que ça. Je pense juste que les codes, qui sont les codes respectueux, qui sont les codes qu'on trouve sur plateau télé, il ne les a juste pas. Donc c'est même pas une stratégie de se dire, est-ce que je vais parler... Ouais. C'est juste des codes qu'il n'a pas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, en cela, il est représentatif de la plupart des Français qui n'ont pas forcément ces codes élitistes. Oui, mais beaucoup de gens, s'ils s'étaient adressés à François Fillon, l'auraient fait sur ce ton-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont reconnus dans ce ton direct. Et non plus qu'avec cette espèce de respect qui serait dû aux hommes politiques et à leurs fonctions. Je pense que les gens n'en sont plus exactement là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester... C'est un mouvement sociétal de fond aussi. Il ne faut pas manifester de respect. C'est pas le débat. Je pense qu'il y en a beaucoup moins dans la société. Et que ça, c'est un signe... dans son expression, je pense qu'elle a été entendue, elle a fait du bruit, elle a fait du buzz, parce que précisément plein de gens auraient voulu parler comme ça. Oui, mais je ne suis pas sûr que les gens, qui sont les gens, c'est-à-dire que chacun est à sa place. Qui est le peuple d'ailleurs, parce que le peuple, tout le monde en parle. Mais une chose est de parler d'une certaine manière, entre soi, etc., et d'attendre ce type de langage. Mais le peuple, c'est quand vous prenez le métro, quand vous allez acheter votre baguette, etc. Ce que typiquement la plupart des dirigeants ne font plus. Donc lui, il est représentatif Nicolas Sarkozy nous a pas toujours habitués à un niveau de langage. Non, mais
Moi, je prends le métro, je suis pas sûr que Philippe Poutou le prenne. Bon, et que pour autant, c'est lui qui est représentatif. Je ne sais pas si le critère prendre le métro, même si ça vous paraît, c'est vraiment le critère important. Une définition. Tout le monde quand même parle du peuple. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je voudrais vous faire réagir à ce mot, Yves-Marie Cannes, parce que la droite, la gauche, tous les représentants hier, tous les candidats avaient presque ce mot à la bouche. Ils l'ont utilisé au moins une fois, le peuple. Oui, effectivement. Enfin, puis dans tous les débats, dans toutes les grandes interviews politiques, on retrouve cette référence au peuple. C'est une tradition politique, même si on demandait aux politiques en question de définir ensuite ce qu'ils entendent par le peuple, on aurait sans doute quelques surprises en la matière. En tout cas, il y aurait sans doute peut-être aussi quelques décalages par rapport à la réalité du terrain. Et c'est vrai qu'on voit bien que Philippe Poutou, il n'a pas les codes, effectivement, qui sont ceux du débat qu'on pourrait attendre d'entre gens de bonne compagnie, entre gentlemen, sur un plateau de télévision, parce qu'il n'a pas ces codes-là, parce que ces codes à lui, ce ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, les codes de Philippe Poutou, ils sont proches de beaucoup plus de Français que ne le sont ceux de François Fillon, d'Emmanuel Macron ou de Benoît Hamon. Et c'est vrai que c'est en ça que c'est intéressant, parce que ne serait-ce que pour les sociologues, à mon avis, parce que c'est vrai que ça introduit de l'horizontalité dans ce débat, et ça a pour effet, je pense aussi, de ramener un peu, à la fois de ramener sur terre les candidats qui font figure de favoris, mais aussi de souligner le décalage qui peut exister justement entre ces candidats et le reste de la population. Et vous nous dites presque Marine qu'il y a Le Pen une forme comprise. de condescendance à dire justement qu'il casse ces codes, qu'il ne s'intègre pas. Non, alors il n'y a aucune condescendance de ma part, et c'est pas péjoratif. Pas de notre part, mais de ceux qui le critiquent en disant c'est vrai qu'effectivement, dans on use de la même condescendance à l'égard de Jean Lassalle. Et souvent, on n'entend pas ou on n'écoute pas ce qu'il dit. Je pense que beaucoup de gens, et c'est pas pour rien qu'il y a une telle proportion de maires des zones de montagne, rurales de montagne, qui lui ont donné leur parrainage, c'est que eux s'y reconnaissent, ils entendent quelque chose d'eux. Et toute la dramaturgie de cette campagne, c'est que oui, c'est difficile de définir le peuple, mais en tout cas, on peut dire ce qu'il n'est pas. Et il n'est pas Pénélope Fillon. Et c'est tout ça l'enjeu. C'est-à-dire que ça n'est pas... On va les laisser voter en tous les cas. Oui, mais c'est une définition... Pas pour elle, pour son mari de candidat et les autres candidats. On va continuer à réagir sur tous ces 11 candidats. Justement, vous parliez de Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, important, on va en parler, pour la droite. Et c'était un petit peu leur jour de gloire ou leur quart d'heure de gloire. Des candidats moins connus, certes, mais qui ont su faire entendre leur voix. Mounir Soussi. Si le débat avait été diffusé sur une chaîne cinéma, son titre aurait pu être La revanche des petits. Un huis clos sur ce plateau avec 11 personnages où les têtes d'affiche se sont fait voler la vedette par les traditionnels seconds rôles. Pour une fois, à égalité pendant près de 4 heures, les candidats qui ont d'habitude le moins de temps d'antenne ont pu interpeller et polémiquer directement avec les mieux placés dans les sondages. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, monsieur Poutou, Philippe Poutou aussi a su capter la lumière avec ses attaques sur les affaires. Cette exposition devant plus de 6 millions de téléspectateurs était l'occasion de présenter ses idées et son programme au plus grand nombre. Le problème qu'il y a et qui pèse sur nos têtes, c'est la dictature de cette classe capitaliste qui domine les grands groupes industriels et financiers. Et je suis désolée, mais votre changement de numéro de Constitution et de République n'y changera rien. Chacun avec leurs armes, les petits candidats ont marqué leur différence. C'était leur unique occasion d'être en face à face avec tous leurs concurrents. Le débat prévu le 20 avril sous le même format a été annulé par France 2. Et maintenant, est-ce que ces coups de griffe qu'on vient de voir, est-ce qu'ils vont laisser des traces sur les favoris dont on a parlé tout à l'heure ? Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup le distinguo entre les petits et les grands. Mais j'ai eu l'impression qu'hier, finalement, sur le plateau, il y a quelque chose qui s'est cristallisé autour du Frexit et que finalement, c'était plus tellement les petits contre les grands, mais que c'était finalement les anti-européens et les pro-européens. Et que cette dimension du Frexit était un élément de langage qu'on avait assez peu entendu et qui d'un seul coup ressortait et que même les convaincus commençaient à dire oui, mais effectivement, il y a quand même des problèmes, il va falloir les résoudre. Quelque chose, alors que l'Europe, c'était plutôt quelque chose allant de soi, quelque chose qui n'était pas forcément remis en cause ou de manière minoritaire, et que là, finalement, voilà, sur le plateau, c'était quelque chose auquel on ne pouvait pas échapper. C'est vrai, Guillaume Tabar, vu d'Europe, juste en dehors de nos frontières hexagonales, quand on voit ce débat hier, il y avait beaucoup d'anti-européens, d'eurosceptiques, etc. Mais moi, j'irais même plus loin que vous. Vous dites que le débat était entre les pros et les anti-européens. Le débat, il était entre l'européen, il y en avait un, c'était Emmanuel Macron, et ensuite toute une gamme qui allait des violemment anti-européens qui veulent le Frexit, donc Asselineau, Marine Le Pen, et puis ensuite tout un dégradé de nuanciers, on remonte à Jean-Luc Mélenchon, etc. Alors,
entre Jean-Luc Mélenchon et Poutou-Artois, on a compris que ce n'étaient pas les mêmes objections qui sont faites à l'Europe. Il y a eu un débat entre eux qui était d'ailleurs intéressant sur le fond. Bon. Et même François Fillon, qu'on ne peut pas mettre dans la catégorie des euros BA. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, il y avait un vrai clivage à la question de l'Europe, qui montre aussi qu'au sein de la société française, le curseur s'est aussi démarqué. Je pense qu'aujourd'hui, en gros, si on revotait aujourd'hui sur un référendum européen, quelle que soit la question, quel que soit le contenu de ce référendum, on serait plutôt sur du 65-35 que sur du 55-45. Mais d'ailleurs, arrêtons-nous sur la proposition justement de Marine Le Pen. Quand même, c'est l'une des principales candidates qui porte cette proposition de sortie de l'euro. Yves Marican, c'est assez particulier. Depuis quelque temps, c'est une sorte de valse à plusieurs temps pour Marine Le Pen, puisqu'il va falloir, elle a dit, négocier ou en tout cas discuter avec ses partenaires européens, les Allemands, les Italiens, puis le référendum au peuple français. Et puis après, si c'est non, si c'est oui, ou elle part ou elle reste. Il y a quand même plusieurs étapes maintenant. Et en même temps, on voit bien que c'est un Frexit qui ne dit pas son nom quand même. En tout cas, tel est l'objectif au final, d'une façon ou d'une autre. Et c'est sans doute d'ailleurs le principal handicap de Marine Le Pen dans cette campagne électorale, qui fait le plein des soutiens auprès notamment des catégories populaires, mais qui n'arrive pas à élargir son socle électoral, que ce soit auprès des retraités ou des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Ils ont peur, ou en tout cas, ils ne se retrouvent pas dans cette proposition. Oui. C'est vrai que le constat que fait Marine Le Pen sur l'Europe, un constat qui est très critique, le fait que ça ne peut pas, en gros, pour caricaturer un peu, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de Français, parce qu'aujourd'hui, la critique à l'égard de l'Europe et de la façon dont fonctionne l'Union européenne est très forte au sein de la population française. Elle a fortement progressé, d'ailleurs, au cours des 10 dernières années. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une large majorité de Français qui souhaitent soit sortir de l'euro, soit quitter l'Union européenne. Bien au contraire, on voit quand même que l'adhésion majoritaire au principe constitutif finalement de l'Union européenne, à savoir en gros l'union fait la force, c'est quelque chose auquel sont attachés aujourd'hui encore une majorité de Français, parce que beaucoup de Français font le constat que la France est sans doute quand même plus forte avec ses partenaires européens au sein de l'Union européenne que toute seule, isolée sur la scène internationale. Et c'est sans doute ça aussi qui est un facteur qui limite la progression de Marine Le Pen dans les intentions de vote aujourd'hui. Dans ce camp d'anti-européens, d'eurosceptiques, on peut y installer Jean-Luc Mélenchon. Anti-européen, non, mais je crois précisément que ce débat montre qu'on ne peut plus en rester à l'euro-béatitude et que de ce point de vue, la position d'Emmanuel Macron est assez unique. La plupart des Français ne veulent pas quitter l'Union européenne ou ne veulent pas quitter l'euro comme ça, mais ils veulent que l'Europe change. Et ils n'en peuvent plus d'un certain nombre de prescriptions, des réglementations, règles d'austérité que l'Europe impose. Et il n'y a pas de raison que ça soit constitutif de l'Europe, ces différents principes. Donc je crois qu'un autre débat commence à s'ouvrir, qui peut sortir de l'anathème. Si vous critiquez l'Europe, vous voulez la quitter, vous êtes contre. Si vous voulez la changer, vous êtes un nationaliste étroit. Pour rentrer dans un débat de fond de quelle Europe peuvent avoir besoin aujourd'hui les différents peuples européens. Et sans doute, c'est une Europe qui porterait le progrès social. Or, ça n'est pas le cours qu'elle entreprend aujourd'hui. D'ailleurs, sans être pour ou contre, c'est intéressant de voir que Artaud disait mais la question en fait n'est même pas d'être pour ou contre, c'est juste que l'Europe c'est pas le problème, les décisions se prennent en interne. Donc c'était effectivement intéressant de voir ces différents tissages qui commençaient à... En tout cas, vous êtes d'accord pour conclure ce clivage, il peut structurer notre vie politique française en tout cas, pour la suite, Guillaume Tabar. Dans l'hypothèse, on verra, dans l'hypothèse on se retrouverait qu'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, là on voit bien qu'on ne serait plus du tout sur un clivage gauche-droite ou même le fruit d'alliance comme on l'a connu jusqu'à présent, mais vraiment sur un critère idéologique dont la question européenne, c'est vraiment un peu gérer le fil directeur entre, en gros, une acceptation heureuse de l'Europe et une méfiance dure contre l'Europe, et qui se décline ensuite, patriote contre européen, France optimiste contre France qui a peur, France des centres urbains plutôt intégrés, France périphérique qui a un sentiment de relégation. Cette grille de lecture... C'est bien là que serait le danger. C'est-à-dire qu'à partir d'une lecture aussi simpliste, soit on est contre les immigrés, soit on est pour des frontières partout, en quelque sorte le renard libre dans le poulailler tricolore fermé, soit on est un eurobéa amateur de multinationales, de finances internationales, etc. Si ce choix était présenté comme ça, je crains que le résultat soit bien moins favorable que dans les sondages. Pour conclure, Yves Marican, est-ce que cette vision dans vos enquêtes que vous réalisez, elle est aussi tranchée, elle est aussi... Oui, effectivement. Enfin, on voit bien que notamment l'opposition qui se construit entre Emmanuel Macron
et Marine Le Pen, elle se structure notamment autour de ce clivage. Mais par contre, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que ce clivage, il n'est pas apparu subitement. C'est un clivage qu'on a commencé déjà à percevoir dès le traité de Maastricht en 1992, qui est apparu vraiment pleinement au grand jour avec le référendum sur le traité constitutionnel en 2005, et que finalement, aucun des grands partis de gouvernement traditionnels n'a voulu véritablement se saisir de ce sujet, trancher sur ce sujet, et en paye sans doute aussi aujourd'hui les frais d'une certaine façon. Merci en tous les cas pour ce débat, cette analyse politique sur le fond, les discours, la forme, les gestes. C'est très important. Ça fait tout un tout qu'on a pu analyser en votre compagnie. Merci encore. La suite de votre émission, et c'est l'un des nouveaux matchs. Ça va vous intéresser, Yves-Marie Cahn, l'un des nouveaux matchs de cette présidentielle, parce qu'on dit que d'un côté, il y a les sondages et de l'autre, les réseaux sociaux. Et parfois, souvent, ils ne sont pas d'accord. Et bien sur ce sujet, notre match des idées va opposer dans quelques instants Jackie Isabello de l'agence de communication Coriolis à Emmanuel Rivière, directeur général chez Kantar Public. À tout de suite, on vous attend. Le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine AZF près de Toulouse fait 31 victimes et 2500 blessés. Quand on voit qu'il y avait des écoles à proximité, enfin il faut le faire quand même. Ce qui est un peu aberrant, c'est qu'on avait demandé à l'usine de cantonner les risques au mur de l'usine. Mais c'est impossible. Quand vous avez des gaz, c'est un peu comme la frontière à Tchernobyl. Alors que les parties civiles attendent encore le procès en cassation, quelles leçons ont été tirées dans les autres établissements classés Seveso? Attention, risque majeur, demain à 17h30 sur Public Sénat. Vas-y, dis-moi tout. Oui, princesse, vas-y. Quand j'ai eu mon diplôme de pédiatre en poche et que j'ai ouvert mon cabinet médical, je pensais qu'il ne pouvait rien m'arriver de plus beau que ça. Eh bien, je me trompais. Ces 16 années que j'ai passées avec vous à Clichy-sous-Bois ont été pour moi quelque chose de fondamental. Comment la société française a-t-elle pu laisser se constituer et s'aggraver des poudrières de cette importance? Vous voulez vous baigner? Tant qu'il y a eux et nous, on est dans une société qui ne fonctionne pas. Claude Dillin, de la banlieue au Sénat, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent peut-être le nouveau match, une bataille de la présidentielle, les sondages contre les réseaux sociaux. Et si l'analyse numérique digitale en disait parfois plus que les enquêtes d'opinion, certains comptent en tous les cas sur ces indicateurs-là pour créer une surprise dans 18 jours. On va en parler avec nos invités ce soir. Jackie Isabello, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes le cofondateur de l'agence de communication Coriolis. Et avec nous, Emmanuel Rivière, bonsoir. Bonsoir. Directeur général chez Kantar Public. Et messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je voudrais vous montrer la une de Figaro demain. La voici, vous allez la voir sur votre écran. Les réseaux sociaux qui sont au cœur de la bataille présidentielle, Twitter, Facebook, YouTube. Ces plateformes sont devenues des relais indispensables pour les candidats qui déploient de véritables stratégies numériques. Là-dessus, Jackie Isabello, vous êtes d'accord? Et peut-être que la palme, j'allais dire, d'or pour le moment, elle est remportée haut la main par Twitter, sans doute. Et Jean-Luc Mélenchon. Ah, vous voulez dire sur les réseaux sociaux? Alors, il aurait fallu ajouter YouTube. Il aurait fallu ajouter YouTube, parce que c'est vrai que c'est le média qui a beaucoup émergé lors de cette campagne. Alors, c'est pas très neuf pour nous parce que, comme souvent, les Américains nous ont tout appris. Donc, quand on veut savoir ce qui va marcher dans 4 ans ou dans quelques mois en France, on observe ce que font les Américains pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, puisque le financement des campagnes politiques n'est absolument pas réglementé comme il l'est en France. Est-ce que j'ai présenté tout à l'heure l'opposition sondage, Emmanuel Rivière, et les réseaux sociaux comme le nouveau match de la présidentielle où il y a deux écoles qui s'affrontent, ceux qui vraiment regardent les enquêtes et les sondages comme vous, comme nous tous aussi quand même beaucoup, parce que c'est une photographie à un instant T très important, et d'autres qui mettent en valeur davantage les réseaux sociaux en disant attention, c'est pas ce qu'on ressent. Il y a peut-être une surprise qui est à venir, comme lors de la primaire, par exemple, de la droite. Je ne sais pas si j'aurais dû accepter votre invitation, parce que dans la querelle entre les anciens et les modernes, j'ai l'impression que je suis censé incarner les anciens. Il se trouve que nous avons mis en place un outil d'analyse sur Twitter pour la primaire socialiste de 2011, qu'on avait appelé à l'époque le Tweetoscope, et pour l'élection présidentielle de 2012, on a mis en place un autre outil qui s'appelle aujourd'hui toujours le Kantar Pulse. Oui. Mais voilà, il y a effectivement des sources auxquelles désormais on peut s'abreuver. On serait bien sot d'ailleurs de pas, nous qui
traitons de l'opinion, traitons des comportements, essayons de comprendre les tendances, de ne pas aller regarder là où les gens s'expriment spontanément et massivement et d'une manière qui devient naturelle, hein, parce que maintenant, laisser un commentaire, liker, tweeter ou retweeter, chez un certain nombre de gens, ça devient naturel. Chez un certain nombre, mais pas tout le monde. Et l'analyse que l'on a effectuée sur Twitter, Facebook, Google et d'autres outils à l'occasion des primaires nous ont montré deux choses. Ça nous a montré qu'on pouvait déceler sur ces outils un certain nombre de tendances et qu'effectivement, on pouvait déceler des dynamiques d'engagement autour de François Fillon d'abord, de Benoît Hamon, qui jouaient comme des indicateurs avancés. Est-ce que pour autant, on considère que cela remplace les mesures qu'on effectue avec des échantillons représentatifs? Pour l'instant, on ne le croit pas. C'est pour ça qu'on continue à faire des sondages. Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis assez comme Emmanuel. Je pense que les deux masses, parce que ce sont vraiment des masses, on ne peut pas parler d'outils, ont des objets différents. Les sondages conservent un intérêt extrêmement important. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mal maîtrisés pour qu'on puisse en tirer des choses définitives. Et surtout, pour qu'on puisse, de manière totalement illogique, en faisant des erreurs de confirmation, comme diraient les philosophes, opposer les outils du social media et les sondages. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pour les entreprises qui essayent de découvrir les nouvelles tendances de consommation ou les nouveaux produits de demain, on va sur des endroits qui sont inaccessibles souvent. Quand on va sur Twitter, sur Facebook, sur ce qu'on appelle des forums ouverts, on découvre des banalités. Dès qu'on veut trouver des choses très intéressantes, on va sur des forums fermés, on essaye de découvrir des codes sémantiques, donc des mots, du langage qui n'existent pas, mais qui permettent de dire ça va monter dans une micro-communauté de gens qui, avant les autres, on appelle ça les early adopters, sont des gens qui nous disent, voilà, demain, ça sera la tendance. On peut pas les opposer, il ne faut pas les opposer. Toutefois, on a vu que certaines évolutions avaient été faites. Et aux États-Unis, il y a quelques années, il y a une espèce de star qui s'appelle Nate Silver et que Emmanuel connaît bien, qui a créé un site qui s'appelle 538. Et ce statisticien a introduit des mécaniques d'analyse qui étaient différentes de ce que faisaient les sondeurs habituellement. Et il a prédit tout un tas de choses qui semblaient tenir plus de la posture de l'oracle que du sondeur pendant un moment. Puis après, on a découvert son secret. Et d'ailleurs, il s'est planté pour la dernière élection puisqu'il n'avait pas prévu l'élection de Trump. Et puis d'autres acteurs arrivent. On parle beaucoup de Phil Terris en ce moment. Je vais parler de Phil Terris, justement. Je pense que vous alliez en parler. Mais justement, ça me permet de préciser encore mieux ma question, Emmanuel Rivière, parce que on va parler de lui. Ce sont ses partisans qui l'affirment, François Fillon. Il compte sur un vote caché qui ne serait pas pris en compte par vos sondages, mais qui justement apparaît dans cette mesure qu'on appelle Phil Terris et qui a prévu, Phil Terris avait prévu la primaire de la droite, avait prévu Trump, avait prévu Brexit, etc. Alors oui, Phil Terris avait prévu la victoire de François Fillon au second tour face à Nicolas Sarkozy, dans leur mesure. Donc il y a quand même un petit souci. Alors là, vous avez raison, il y a match. Il y a match, et même si on est un peu d'accord avec Jackie Isabello, il y a match avec Phil Terris et d'autres acteurs qui se présentent en disant les sondages, c'est ringard, ça ne marche plus, et d'ailleurs le passé l'a montré. Je profite de cette occasion pour dire que le dernier sondage de Kantar à la veille du Brexit donnait le Leave à 51,5%. C'est-à-dire qu'il y a les sondages qu'on regarde et les sondages qu'on ne regarde pas. Exactement. Mais on a de fait eu des difficultés, et notamment aux États-Unis, il y a bel et bien eu une erreur des sondages. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs dans Phil Terris qui disent nous on a la martingale, on sait ce qui va se passer. Et de toute façon d'ailleurs, quoi qu'il se passe à cette élection, vous aurez quelqu'un qui, le lendemain, sortira avec un papier en disant « je vous l'avais bien dit ». Et deux choses l'une, soit les sondages l'avaient bien dit aussi, dans ce cas-là, cette querelle va s'enterrer d'elle-même, soit, effectivement, il y aura une espèce d'effet de révélation, ce qui est assez amusant. Alors, je vais pas faire l'ancien, je vais faire le dinosaure. C'est que c'est exactement comme ça que les sondages se sont imposés en 1936, avec le grand-père des sondages, George Gallup, qui, évoquant une autre méthode qui consistait à rassembler des tas de bulletins qu'on distribuait dans les journaux, etc., puis à les empiler sans faire trop attention qui avait répondu, a dit « Moi, j'ai une méthode scientifique, représentative, et je vous prédis la réélection de Roosevelt alors que vous vous plantez. » Donc, c'est assez cocasse parce que c'est cette espèce d'effet de révélation-là qu'on est en train d'essayer de rejouer, mais avec des données dont on
peut s'interroger sur leur capacité à représenter les 11 candidats. Parce donc que vous ça, nous dites, attention, Jacques-Isabelle, la notoriété, l'influence d'un candidat sur les réseaux sociaux, c'est ça ce qu'on mesure. Elle peut être un indicateur, mais pas fiable. Pas, évidemment, c'est une partie d'un public. Finalement, Sonia et Emmanuel, vous êtes tous les deux, d'une certaine manière, les garants d'une forme de démocratie qui est très précieuse. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut manipuler. Et je pourrais y revenir et vous expliquer comment. Alors qu'avec les sondages, avec le tiers intermédiaire journaliste, on a des gens qui sont formés, dont c'est le métier, qui connaissent leurs forces et leurs faiblesses et qui, de toute leur force, il faut quand même le rappeler aux gens, essayent de faire le mieux possible leur métier, hein, en essayant de dire, voilà, on sait aussi qu'on est au centre de turbulences et que ces turbulences essayent de nous influencer, mais on va vous garantir la meilleure information possible. Donc il faut dire aux gens, comme le dit d'ailleurs Pascal Perrineau, je l'ai rencontré un jour là, il me dit, j'ai rencontré des Chinois qui me disaient comment on fait pour faire des sondages. Il leur a dit, vous savez, finalement, le seul endroit où c'est très difficile, c'est dans les endroits où il y a des dictatures, parce que les gens ne vous diront jamais la vérité. Donc dire aux téléspectateurs, rassurez-vous, en France, évidemment, c'est pas une dictature, et vous faites ce métier. Alors que sur les réseaux sociaux, on peut aujourd'hui créer un compte, acheter une carte prépayée, où on aura un numéro de téléphone et très facilement créer un petit compte où on aura 2-3 abonnés, 5, 6, 8 et commencer à lancer des choses qui vont entretenir un cercle vicieux qui, à un moment ou un autre, pourrait arriver dans une rédaction et l'information allant beaucoup trop vite, eh bien, elle peut berner à un moment un acteur d'influence qui s'appelle le journaliste. Je ne vais pas dire pour qui, mais j'ai géré ça la semaine dernière avec un grand hebdomadaire. Et force est de constater, ils m'ont dit, on s'est fait avoir. Voilà. Parce que Twitter a généré quelque chose qui est polluant au départ. Et vous ne faites pas ça. Il faut bien le dire aux gens. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi la stratégie numérique. Alors cette fois-ci, elle est pensée, et vraiment, la stratégie numérique et réseaux sociaux des candidats. D'abord, Emmanuel Rivière, quelle est selon vous la stratégie la mieux pensée parmi tous les candidats, les favoris? Et est-ce que les attaques sur les réseaux sociaux portent? Je pense par exemple au hashtag Emmanuel Hollande, qu'on a beaucoup vu fleurir. Est-ce que ce genre d'attaque, qui n'est pas une attaque verbale, même si le candidat républicain ou d'autres le reprennent à leur compte, est-ce que ça peut porter et justement atteindre le candidat? C'est assez difficile à discerner. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lecture de ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui présuppose que derrière chaque compte, il y ait des citoyens lambda qui sont des électeurs qui regardent la scène politique et qui réagissent et qui reprennent à leur compte. La vérité, c'est que c'est rarement le cas. Ceux qui reprennent les hashtags ont de fortes chances d'être des gens plus ou moins impliqués. Mais c'est une manière de faire campagne. Et il n'y a rien d'ailleurs d'infamant dans tout cela. Il y a des gens qui font du porte-à-porte, il y a des gens qui distribuent des tracts et puis qui vont expliquer, porter la bonne parole sur les marchés. Et il y a des gens qui sont organisés, sont des militants, ils sont très convaincus de ce qu'ils font pour réutiliser les hashtags et déployer des messages reprenant les hashtags. Ce qui effectivement fait apparaître dans tous ces outils d'analyse des indicateurs favorables à un candidat qui, le plus souvent, mesure une capacité de mobilisation d'un cercle militant, mais qui peut être élargi. Parce que c'est une autre manière de faire entrer des gens dans une campagne. Pour certaines catégories de gens assez impliqués, c'est quand même compliqué d'aller distribuer des tracts. En revanche, c'est plus facile de s'impliquer de cette manière-là, ça leur est plus naturel. La question, je crois, que posait Jacques-Isabelle, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a des capacités aussi d'industrialiser ça et de faire en sorte que derrière chaque compte, il n'y ait pas des gens plus ou moins impliqués, voire même militants, mais des robots qui vont générer des milliers de... Filteris, pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière Filteris? Qu'est-ce que c'est pour nous? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs? Une des difficultés, c'est qu'on ne le sait pas. Nous sommes une vieille industrie. C'est une société canadienne. Oui. Les anglo-saxons, c'est vrai qu'on a une maîtrise de la technologie et de ce qu'on appelle assez vulgairement les algorithmes. Donc dire aux gens, un algorithme, c'est juste une équation mathématique qui prend, au lieu de dire X, on prend un paramètre et on le définit. Ils analysent un ensemble de champs sémantiques, un corps de mots, et ils mesurent ce qu'on appelle les occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois où un mot va se multiplier et lui-même créer une tendance. Ça, c'est quelque chose. Et ils vont mesurer ça. Et après, leurs robots sont assez subtils pour dire si c'est plus ou moins négatif. Alors là où il faut attirer l'attention de vos téléspectateurs, c'est de vous dire, dans le sémantique, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vous disent,
le français, c'est très compliqué et c'est très compliqué à analyser. Là, ils le font en français. Donc il faut se méfier parce que analyser le français et les subtilités du français, pour les machines, c'est difficile. Alors que pour l'anglais, c'est beaucoup plus simple. Alors, ils vont mieux le faire en anglais, ils vont mieux le faire aux États-Unis ou dans le Canada anglo-saxon, parce que l'anglais est assez simple, et surtout parce que derrière, dans l'informatique et le sémantique, quand on dit un vers, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des dictionnaires, on appelle ça des thésaurus, ils vous disent, oula, attention, le vers, c'est un vers, c'est le vert, c'est le vert, la couleur, etc. Et à chaque fois, il y a une définition. Donc, l'anglais, c'est beaucoup plus documenté et le français, c'est beaucoup plus subtil. Donc, l'analyse de ces différents champs sémantiques est plus compliquée en français. Donc, ce qu'on peut en tirer derrière est un peu plus subtil. D'autant qu'une des autres difficultés, c'est que le second degré est un genre qui est très très présent sur la médiation. Mais quand je dis qu'on ne le sait pas, c'est que cette mécanique-là et ce travail-là, ce qui est un travail d'ailleurs qui demande beaucoup de ressources, ce sont des choses que l'on pratique aussi et qui sont usuelles. Quand je dis qu'on ne sait pas, c'est que ce que ne dit pas Phil Terry, c'est comment il passe de cette analyse-là, qui est tout à fait fondée, sans doute très élaborée, à un ranking des candidats, les 11 avec des pourcentages. Et là, pour le coup, c'est ce qu'ils appellent leur mécanique secrète. Et c'est vrai que ça fait un contraste. Mais alors vous, le spécialiste de tout ça, vous ne savez pas comment ils sont passés de parce qu'ils ne veulent pas dévoyer leur échantillon. Sur quel échantillon, voilà. C'est vrai que les sondeurs sont bons sur les échantillons et ils sont clairs et ils doivent le dire, ils doivent expliquer. Et ils expliquent la marge d'erreur. Un sondeur vous dit vous êtes à 20% sur une base de 1000, c'est moins 2,5 plus 2,5. Et il vous dit surtout, plus le pourcentage est haut, plus la marge d'erreur est large. Et c'est là où on dit, ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Ils vous l'expliquent. Eux, ils sont infoutus de vous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas. On est contrôlé par la commission des sondages. Ça fait 40 ans que les pouvoirs publics ont considéré que les sondages, ils ont raison, avaient une possibilité d'influence dans une campagne. Et qu'ils ont expliqué que du coup tout cela devait être transparent et contrôlé. Et là, effectivement, on a un nouvel acteur, mais c'est très bien. Puis on verra à la fin de la foire, etc., qui est absolument pas contrôlé, mais qui a sa capacité d'influence. D'avoir votre regard, évidemment, vous êtes habitué à tout cela. Les réseaux sociaux, ce n'est évidemment pas nouveau, Jacques Isabello, vous nous dites, mais quand même, c'est une place très prégnante, primordiale dans cette campagne. En lisant là dans le Figaro, apparaître demain, on y lit que pour, par exemple, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ils ont réussi, Emmanuel Weber, est-ce que c'est votre avis, à travers les réseaux sociaux, à polir un petit peu leur image, à la changer, Jean-Luc Mélenchon, de passer d'un révolutionnaire très en colère à peut-être, comme le disait tout à l'heure Guillaume Tabar, à l'assurance tranquille. Est-ce que les réseaux sociaux permettent justement de modeler une image ? Pour ce que nous avons, nous, mesuré, c'est essentiellement dans les débats que Jean-Luc Mélenchon a modeler cette assurance tranquille. Mais peut-être l'a-t-il préparé par cet exercice d'entraînement incroyable, qui ont été ces très longues heures d'enregistrement qui ont alimenté sa chaîne YouTube. Je pense que quelque part, il y a un média training qui n'avait pas été conçu pour ça. Je pense que c'était un moyen pour Jean-Luc Mélenchon, théorisé, de court-circuiter les grands médias. C'est l'aboutissement de son positionnement qui lui donnait le sentiment d'être agressif, d'ailleurs, qui consistait à s'en prendre aux médias et aux journalistes. Et ça, ils l'ont vu par les réseaux sociaux, sans doute. Comment ça s'est fait ? C'est qu'ils ont remonté de la matière, ils ont fait tout simplement ce qu'on appelle une cartographie digitale, et ils se sont aperçus que le socle de valeur de Jean-Luc Mélenchon était un socle qui privilégiait la révolution, l'agressivité, le rouge. Et pour faire simple, ils se sont dit, nous aussi, on va avoir un plafond de verre. Donc on doit installer une présidentialité et de ce constat, de cette analyse, comme on le fait pour vendre n'importe quel produit, ils se sont dit on va mettre en place des outils, des stratégies de communication afin de le polir. Pour ce qui est de la sphère de Marine Le Pen, ça ne s'est pas véritablement passé comme ça parce que l'univers dit de la fachosphère dans le digital, c'est comme ça qu'ils sont qualifiés, c'est pas moi qui les qualifie comme ça, eh bien eux, ils se sont aperçus qu'il fallait contourner les médias. Donc les premiers, bien avant tout le monde, ils ont investi le web, ils ont investi les réseaux sociaux, ils ont produit des contenus. Ils sont allés chercher aussi des gens qui étaient sortis de la politique. Quand Brice Teinturier nous décrit les PRAF, plus rien à foutre, eh bien ceux-là, ils étaient énormément dans cet électorat. Ils sont allés les chercher par le digital et ils les ont ramenés dans un corps très militant, très extrémiste. Juste vous alerter par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qui est très dangereux ? Quand on fait de la communication, on regarde aussi ce que font les militaires. Parce que les militaires, à la différence souvent des gens qu'on croise sur un plateau, ils savent très bien que la com, c'est pas de la com. C'est de la subversion. C'est-à-dire qu'on change les opinions dans des territoires de guerre et ils vous expliquent comment on fait et il y a plein de bouquins. Et
ce qui a été fait dans l'élection de Trump, c'est de la subversion. C'est-à-dire que les réseaux sociaux cherchent à marteler un message de masse, très bien, tout le monde le reprend, il y a des hashtags. Ce qu'il faut regarder, c'est les deuxième et troisième niveaux d'information. Et dans l'élection de Trump contre Hillary Clinton, il y a des choses qui sont passées au deuxième niveau. Exemple, on a dit Hillary Clinton, il paraît qu'elle a tué des enfants dans des caves. Ça, c'est pas du premier niveau d'information. Ça a beaucoup circulé aux États-Unis en deuxième niveau d'information. Et ça, les réseaux sociaux, pour faire circuler ce genre de saloperie, c'est extrêmement efficace. Et dans la tête des gens, ça introduit énormément de doutes. Et à force de mettre des cartouches, le doute, et on fait basculer des gens du mauvais côté. Et ça peut en tous les cas. Oui. Ça, c'est le choix des électeurs. Pour rebondir sur votre question de tout à l'heure, je pense que bien plus que Emmanuel Hollande, ce qui se dit d'Emmanuel Macron sur ses rapports avec les puissances d'argent sur les médias sociaux alimentés par ce genre de rumeurs, ça a bien plus d'impact en fait. Les attaques frontales, c'est finalement trop décelable et on s'en défend trop facilement. En revanche, c'est ce qui a été très instrumentalisé et très efficacement mis en place par Donald Trump, c'est-à-dire imposer une autre vérité lorsque les médias sont décriés et qu'on ne les considère plus comme garants de la réalité des faits. En tous les cas, merci pour cette analyse passionnante, parfois inquiétante aussi, à retrouver, puisque vos propos, je les retrouve ici, c'est dans le Figaro à paraître demain. On va voir de nouveau cette une avec les réseaux sociaux au cœur de la bataille présidentielle. Analyse la stratégie de Marine Le Pen, notamment Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui, dit-on, prépare une stratégie d'offensive numérique demain, puisqu'il est l'invité de France 2 de l'émission Politique. Voilà pour ce thème. Merci à vous. Restez avec nous. La suite de votre émission et le grand entretien, justement, il sera consacré pas seulement à Emmanuel Macron, mais au Macron. Le couple enquête sur Brigitte et Emmanuel Macron. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Fin de l'occupation du centre spatial guyanais aujourd'hui à Kourou. Les manifestants ont décidé de lever le camp, mais dénoncent toujours le manque d'investissement dans la collectivité territoriale. Ils réclament au total 3,1 milliards d'euros pour améliorer la situation sécuritaire, économique et sociale de la Guyane. Déclaration. Et nous sommes employés tout au long de nos journées de travail sur place, d'abord à construire ensemble avec les représentants de la société guyanaise, un cadre de travail fait de confiance, de respect mutuel et de volonté d'avancer pour être efficace et pouvoir ensemble élaborer des décisions qui ensuite entrent en vigueur rapidement. Nous avons aussi décidé, et c'est l'objet d'une précision sur le plan d'1 milliard, d'aider la collectivité territoriale à hauteur de 500 millions d'euros, parce que aider cette collectivité territoriale de Guyane, c'est aussi soutenir sa capacité d'investir et donc de la commande publique et donc de structurer ce territoire. Au Front National. L'enquête a été ouverte en janvier 2016, mais elle n'est révélée qu'aujourd'hui par le Canard enchaîné. Elle vise de nouveau le Front National, mais au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen, alors présidente du groupe FN à la région, aurait utilisé des financements régionaux au profit du parti et de la campagne présidentielle de 2012, notamment pour salarier David Racheline, alors conseiller régional en PACA. Les principaux intéressés dénoncent une manipulation politique. C'est au terme de cette enquête préliminaire que le parquet de Lille décidera ou non d'engager des poursuites. Terrorisme. Ouverture aujourd'hui d'une information judiciaire concernant le dispositif de sécurité mis en place le soir des attentats de Nice. 9 mois après l'attaque au camion bélier qui avait fait 86 morts le soir du 14 juillet, 2 juges sont chargés d'enquêter pour savoir si le risque terroriste avait été suffisamment évalué par les autorités locales et le gouvernement. Diplomatie. Le bombardement au gaz toxique d'une ville au nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles soulève des condamnations quasi unanimes. Ce soir, Donald Trump change de ton face à Bachar el-Assad et condamne un affront pour l'humanité. Une réunion d'urgence a été convoquée à l'ONU, mais la Russie a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne validerait pas une résolution condamnant le régime de Bachar el-Assad. De son côté, la représentante des États-Unis aux Nations Unies a évoqué la possibilité pour son pays d'intervenir de manière unilatérale. Emmanuel Macron.
Premier parlementaire, les Républicains, à rejoindre l'écurie Macron. Jean-Baptiste Lemoyne réunissait ce soir des hauts fonctionnaires de droite au QG du mouvement En Marche. Habitués des ministères sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ils étaient plusieurs dizaines à répondre à l'invitation. Et ces personnes, aujourd'hui, qui peuvent occuper des fonctions ailleurs, dans le secteur public ou dans le secteur privé, ou être indépendants, ces personnes ont souhaité manifester leur soutien à Emmanuel Macron. Et c'est l'heure de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. D'abord, la une très forte de Libération, les enfants d'Assad. Selon les témoignages recueillis par le quotidien, le régime syrien est le responsable, ce qu'affirme le quotidien, de l'attaque chimique qui a causé la mort de moins 74 personnes et en a contaminé plus de 500 autres. Je vous rappelle que sur ce sujet, il y a eu peut-être un tournant, en tous les cas un changement dans la position de Donald Trump ce soir lors d'une conférence de presse qui a parlé clairement d'une menace de riposte. Pour le moment, elle est verbale. Nous en parlerons évidemment dans nos prochaines éditions. Les Échos à présent. Autre une, fermeture de Fessenheim, un bras de fer de 5 années. Un conseil doit se tenir demain chez EDF pour se prononcer sur l'arrêt de la centrale nucléaire. Voilà, décision forcément très attendue. On finit avec un hebdomadaire qui va bientôt fêter ses 3 ans d'existence. C'est l'hebdomadaire Le 1 d'Éric Fotorino, consacré aux artistes. Le combat continue pendant ce temps, bien sûr. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invitée ce soir est journaliste. Elle est la co-auteure d'un livre remarqué intitulé « Les Macron », paru aux éditions Fayard. L'occasion pour nous de revenir, non pas sur un candidat, comme on le fait très souvent dans nos débats, mais sur un couple qui fait, il faut le dire, très souvent la une des magazines. Caroline Derrien, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, dites-nous, il y a un paradoxe, parce que Madame Macron, Brigitte Macron, on n'entend pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'interviews. Mais alors, chez vous, dans votre livre, elle est très prolixe. Oui, c'est vrai qu'elle est très prolixe. Alors, on a dû, bien sûr, batailler avec l'équipe d'Emmanuel Macron pour accéder à sa parole, pour accéder à la parole de Mme Macron. Mais néanmoins, on a senti, avec Candice Nedelec, qu'elle avait un souhait très fort, finalement, de se raconter un peu, de raconter ce couple qui avait traversé quand même quelques péripéties, avec des rumeurs, avec des petits persiflages ci et là, dans les dîners parisiens notamment. Donc elle avait envie de raconter cette histoire. Et puis on a senti aussi finalement, comme ils l'ont dit eux-mêmes, c'était une histoire d'amour quand même longtemps clandestine. Alors certes, c'est de l'histoire ancienne maintenant, mais elle avait ce désir très fort d'afficher en quelque sorte cet amour si singulier. Et on a senti très vite qu'elle en était très fière de cette histoire. On va parler de tout cela parce que vous décrivez, en tous les cas, Brigitte Macron comme une personnalité atypique. C'est vrai, qui se livre dans ce livre. Mais en même temps, Caroline, elle fait extrêmement attention à ses prises de parole, au point même... Beaucoup le disent, est-ce que c'est le cas d'être même sous contrôle? Alors, c'est vrai que, disons qu'effectivement, elle avait accordé qu'un entretien avant le très long qu'elle nous a accordé à Paris Match. On sent en effet sa parole est un petit peu sous contrôle parce que précisément, les proches d'Emmanuel Macron savent qu'elle est très cash, Brigitte Macron. Donc, elle peut très vite, finalement, être le grain de sable qui peut faire enrayer une campagne. Mais en même temps, certes... ils font attention un petit peu à ce qu'elles disent, mais c'est une personnalité si extravertie, si solaire, si désireuse finalement de dire les choses simplement, que c'est difficile finalement de la cantonner à un rôle, on pourrait dire trivialement, de potiche, de femme, d'épouse de candidat qui serait, si vous voulez, en coulisses. C'est pas du tout, ni le caractère, ni le portrait que vous en faites. Mais je reste encore un mot sur la communication. Est-ce que vous diriez que c'est un couple qui maîtrise sa communication? Ce serait tout à fait normal puisqu'il est candidat à la présidentielle. Ou alors que ça va plus loin, qu'il y a,
comme disent certains, un côté, et le dénoncent certains, très fabriqué, comme finalement un produit marketing oui. Alors, présent. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, ils ont construit cette ascension médiatique à deux. Ça, c'est évident. Je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un de très pragmatique. Il a compris finalement qu'il avait très peu de temps pour s'inscrire dans l'opinion. Il a compris que ce couple si atypique, ce couple à part, comme il dit, allait finalement lui permettre d'un coup cette visibilité comme un accélérateur de notoriété. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé ensemble? Alors, même si, voilà, Brigitte Macron dit que ça n'a pas toujours été le cas, mais bon, ils ont quand même décidé de faire régulièrement ces unes de Paris Match sans pour autant accorder d'interview. Donc, la tactique est quand même assez rodée. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parler en revanche de couple marketing? C'est un vrai couple, ils s'aiment, c'est un amour fusionnel. Mais effectivement, on a un peu le sentiment qu'on avait vu ça à la grande époque, Cécilia Sarkozy avec Nicolas Sarkozy, et que là, un peu un revival de cette période-là, où en effet, ils ont été jusqu'à jouer une certaine surenchère. Est-ce que les Français s'intéressent évidemment au couple en général dans la course à la présidentielle? Ce n'est évidemment pas un élément quand même dans leur choix, mais c'est une donnée qu'ils intègrent de plus en plus aujourd'hui. Je pense que c'est une donnée très importante parce que elle dit aussi l'histoire intime, dit de la sincérité d'un candidat, dit d'un tempérament, d'une capacité à affronter parfois aussi des difficultés. Et que nous dit le couple Macron? Le couple Macron nous raconte finalement la métaphore de l'impossible. C'est-à-dire, voilà, un jeune garçon qui finit par épouser son ancienne prof de théâtre de 24 ans, son aîné, qui parvient à conjurer le mauvais sort, l'adversité, voilà, le qu'en dira-t-on? Eh bien, c'est peut-être un homme qui finalement va réussir, quand il sera ou pas président, mais en tout cas il aspire à cela, qui va réussir à batailler, à taper du poing sur la table, à affirmer une indépendance aussi, et ça n'a pas de prix. Donc ils ont compris aussi politiquement l'enjeu de J'allais dire, entre guillemets, ils en jouent, en tous les cas, ils savent que c'est un argument presque qu'ils présentent aujourd'hui aux Français. Alors, oui, en tout cas, je pense qu'ils savent en tout cas que leur notoriété commune les a en effet durablement installés dans l'opinion. Est-ce qu'après, c'est ça qui fera la différence? Les Français savent quand même qu'ils élisent d'abord un candidat et puis... Ils sont très attachés à cette relation. Même si, évidemment, la relation, j'allais dire, entre un homme, qu'on dit le peuple, ou une femme et le peuple, en tous les cas. Oui, et puis c'est vrai qu'elle est touchante, cette relation. Elle est totalement incongrue. Elle est presque, on pourrait dire, un peu folle. Parce que c'est vrai que Brigitte Osière, à l'époque, voilà, elle quitte quand même son conjoint. Sa dernière fille n'a que 12 ans quand elle part dans cette folle aventure avec Emmanuel Macron. Voilà. Elle vous parle d'ailleurs assez facilement, naturellement. Peut-être est-ce que vous l'avez ressenti ainsi de leurs différences d'âge, mais elle vous parle aussi du regard de la société, du milieu dans lequel ils ont évolué. Comment ça s'est passé ? Oui, alors, ce qui nous a frappé dans notre enquête avec Candice Nedelec, c'est que, par exemple, Emmanuel Macron, qui évidemment a frayé avec toute cette intelligentsia, voilà, les normaliens, les énarques, ce que les énarques appellent entre eux même les beautiful people, voilà, tous ces jeunes gens du 16e qui Ils ne l'ont pas considéré de suite, au contraire. Eh bien justement, quand Emmanuel Macron, finalement, a tout à fait assumé et l'a présenté parfois, on le raconte dans notre livre, justement, a présenté sa future épouse ou son épouse dans certaines soirées, des mariages et autres, il y avait un regard un petit peu critique de cette jeunesse bien née, qui est cette drôle de, qui est cette femme, qui est cette femme qui fait qu'un jeune homme comme nous finalement préfère choisir plutôt qu'une jeune normalienne, vous voyez, de 20 ans. Donc et Caroline Herriot, quel est son rôle aujourd'hui précisément? Parce que les unes des magazines et des journaux parfois plus sérieux, la décrivent quand même comme une femme d'influence auprès du candidat. Hier, comme d'autres épouses ou époux, elle était dans la salle du grand débat où il y avait les 11 candidats. On l'a vu tout de suite venir vers son mari. Après, elle a un rôle d'influence, de structure même du candidat Macron. Alors, on ne peut pas dire, justement, je parlais de Cécilia Sarkozy tout à l'heure, elle ne se mêle pas tant que cela de politique. Les élus que nous avons rencontrés, interviewés pour notre livre, nous ont dit, voilà, elle reste quand même un petit peu en dehors de cela. Néanmoins, elle donne son avis, elle a des avis parfois très tranchés, très différents de ceux d'Emmanuel Macron, par exemple sur la laïcité, voilà, leurs avis divergent. Ah oui, c'est intéressant, racontez-nous, pardonnez-moi, parce que je me rappelle d'une anecdote où, à leur table, donc on avait plusieurs
personnes, dont, alors là, c'est vraiment pas le même bord, j'allais dire, on ne sait jamais, peut-être des thèmes sur lesquels ils se ressemblent et se rassemblent. Alain Finkielkraut. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Allez-y, racontez-nous. Non, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Alain Finkielkraut nous a raconté, il est convié, les Macron, comme vous avez pu le voir, sont très mondains et reçoivent tout un tas de gens avec des pédigrés, comme dirait Modiano, très, très éclectiques. Et un jour, effectivement, Alain Finkielkraut est à leur table. Et évidemment, on connaît ses positions assez tranchées sur certains sujets, sur l'immigration, sur la laïcité. Et là, effectivement, à table, il y a un échange très vif sur le voile, sur la laïcité. Et Brigitte Macron, finalement, elle tient une position qui peut à la fois retenir de la gauche très, très radicale, très laïcarde, mais aussi peut-être parfois d'une droite très extrême. Et sur le voile, elle a un positionnement très particulier. Et ça a séduit Alain Finkielkraut qui s'est dit, cette femme, elle a un sacré cran, elle s'oppose à son mari, elle dit ce qu'elle pense, et elle s'abrite. Pour aller plus loin sur ces sujets-là, est-ce qu'elle pense que sur ces thèmes-là dont vous avez parlé, son candidat de mari est peut-être, certains le disent, un peu faible, en tous les cas sur ces thèmes aussi qui sont régaliens, c'est peut-être son talon d'Achille, même s'il s'est entouré de personnalités assez fortes sur ce sujet. Je vous répondrai, c'est pas une pirouette, mais je crois qu'elle l'admire, elle l'aime suffisamment pour respecter ses positions. Je pense pas qu'elle les trouve trop tièdes. En tout cas, elle va dire, ce ne sont pas les miennes. Vous voyez, manière aussi de dire, regardez, je ne suis pas celle que l'on croit, je ne suis pas celle qui va toujours chuchoter, pardonnez-moi, à l'oreille d'Emmanuel Macron. Non, d'ailleurs, elle nous répète plusieurs fois pour ce livre, elle nous dit surtout je veux qu'on comprenne que personne n'influence Emmanuel. Sous-entendu, pas même moi. Et c'est évidemment la force politique de ce message. C'est un couple qui aime et qui veut le pouvoir. C'est assez clair, non? Quand on lit votre livre, il aime le pouvoir. Il aime le pouvoir. Ouais. Incontestablement, il le veut, il le veut parce que ce qu'on a découvert dans notre enquête aussi, c'est que on le présente évidemment, puis ses adversaires politiques remettent toujours un peu en exergue son passé de banquier chez Rothschild, mais finalement les gens qui l'ont approché, les amis de Sciences Po ou d'ailleurs de son parcours des financiers, nous ont tous dit mais non, Emmanuel Macron, l'argent c'est pas un tropisme pour lui, c'est pas une obsession. S'il avait voulu gagner beaucoup d'argent, il serait resté chez Rothschild. Non, ce qu'il aime véritablement, c'est le pouvoir, c'est faire changer les choses. Brigitte Macron, c'est un peu plus nuancé. Je pense qu'elle est un peu fascinée par tout ça. Elle est fascinée, il y a un petit côté un peu paillette dans ses yeux, par ce tout Paris, par ce monde-là, par cette puissance du politique. Néanmoins, elle en a un peu peur. Donc je crois qu'il ne faut pas voir toujours, vous voyez, cette idée comme ça, qu'elle serait une sorte de Lady Macbeth derrière, enfin vous voyez. Non, c'est quelqu'un qui est quand même très, très lucide et parfois un peu angoissé par tout ce sérail. Est-ce que selon vous, lui, se prépare depuis longtemps? Parce qu'il y a eu des interrogations au début et même au milieu de sa campagne, quand le programme tardait à venir, on s'est dit, voilà, le candidat est là, mais où est le programme? Puis le programme est venu, les Français en jugeant, mais est-ce que lui se prépare depuis longtemps? Voilà, est-ce qu'il y a eu une conjonction d'événements avec François Hollande, quand même, c'est assez particulier, le président sortant qui ne se représente pas? Je crois que vous touchez, Sonia Mabrouk, là vraiment un point très intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert au fil de notre enquête avec ma camarade Candice Nedelec, c'est qu'en réalité, ce désir d'émancipation, ce désir d'incarner et de vivre un certain pouvoir politique, c'est quelque chose qui arrive très tôt. Et déjà, quand il est à l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint, finalement, il était cantonné au départ aux seules questions économiques. Il va beaucoup plus loin. Et on découvre, on a des gens qui nous le racontent, qu'en fait, spontanément, dès finalement, après un an passé à Bercy, il commence un petit peu à distiller ci et là des envies, effectivement, de parcours en solo, d'une aventure politique. Donc, on peut imaginer que très tôt, ça a mûri. Et puis après, on va dire qu'il est né sous une bonne étoile. Il a très vite senti qu'effectivement ça patinait du côté de François Hollande, que la voie était peut-être libre comme jamais, et il s'est engouffré. C'est-à-dire, vous me dites que c'est presque le symptôme, en tous les cas, de notre vie politique et de ce qui lui arrive. C'est-à-dire, François Hollande ne s'est pas représenté compte tenu d'une situation politique. La droite, on voit ce qui se passe avec son candidat. La gauche, on voit ce qui se passe avec son candidat. Il arrive à un moment
particulier, finalement, où les étoiles s'alignent. On l'avait beaucoup utilisé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. François Hollande. C'est vrai. C'est une conjonction de planètes. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on raconte qu'il adore les comètes. Il adore tout ce qui est un petit peu ésotérique ou un peu céleste, hein, puisqu'il a effectivement une très belle photo stylisée d'une comète au-dessus de son bureau, voilà, au QG d'En Marche, dans le 15e. Mais je crois que vous avez raison. Il y a quelque chose d'un petit peu irréel, en fait, dans cette aventure. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, il y a 3 ans, personne ne le connaît. Enfin, c'est un inconnu. Mais est-ce que vous êtes arrivé à connaître sa galaxie? C'est ça ce qui interpelle ou interroge beaucoup de monde. Quelle est la galaxie Macron? On sait qu'il y a à sa table, vous nous avez décrit, là on peut le voir, mais on parle des puissants, on parle de patrons de médias, on parle de très très grands patrons. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il vous en parle facilement, elle? Alors, non, alors c'est vrai que c'était pas le cœur de l'objet du livre. Le cœur de l'objet du livre, c'était vraiment raconter, raconter la jeunesse d'une histoire, voilà, comment tout ça s'est orchestré. Néanmoins, en effet, c'est-à-dire qu'il a cette capacité, et ça, très tôt, tout le monde l'a noté, même à l'époque de la Providence, le lycée où il était à Amiens, il a très tôt cette aptitude un peu hors norme relationnelle, qui fait qu'il va effectivement être en capacité d'aller voir très vite des grands patrons, de rencontrer... De séduction, Caroline, d'ailleurs, de séduction. Du couple. De séduction. Donc il va effectivement être aussi proche d'un Xavier Niel que finalement s'amuser avec un Guillaume Gallienne, acteur de la Comédie Française à table, ou rencontrer avec plaisir Pierre Arditi, qui le soutient maintenant. Voilà, on avait déjà eu pour le livre. Voilà, donc on pourrait dire banalement, il brasse large et il le fait très bien. Et il sait séduire. Il sait incroyablement séduire. Il y a une phrase qui me revient là à l'esprit, c'est Brigitte Macron, sa femme, qui avait dit ce n'est pas toujours facile de vivre avec Jeanne d'Arc. Oui. Alors, elle est à double tranchant, cette phrase. Peut-être qu'elle a cru faire plaisir à son mari de candidat en disant ça, mais comment il faut interpréter ce genre de réplique? C'est très étonnant, cette réplique. Moi, j'ai tendance à penser, il y a cette dimension sacrificielle, vous voyez. Emmanuel Macron, il compte pas son temps, il compte pas ses heures, et il y a cette dimension historique. D'ailleurs, Renaud Dutreil, par exemple, l'ancien ministre chiracien qui a rejoint l'Aventure en Marche, nous l'a très bien expliqué dans le livre. Emmanuel Macron, il se sent investi d'une mission historique. Donc, il a vraiment cette espèce de foi, on pourrait dire, vous parliez de Jeanne d'Arc, c'est vraiment le moment de le dire, cette foi en lui, cette foi en l'histoire, et il veut laisser une trace. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Pour conclure, Caroline Derrien, c'est un livre sur un couple, mais qui dit beaucoup vraiment sur le candidat. Et c'est le moment de le lire, parce que le moment où il y a beaucoup d'indécis, où il peut y avoir une cristallisation. Quel que soit votre avis sur le candidat, c'est intéressant de connaître un petit peu son environnement. Mais j'allais dire, jusqu'où il faut aller? Vous avez évoqué les rumeurs. Je me suis arrêtée, comme on dit, à la porte de la chambre à coucher. Lui-même a répondu. Maintenant, il y a une limite. Voilà. Il a répondu. La porte est fermée sur ces rumeurs? Oui, je crois que... Enfin, vous savez, rien n'est jamais fermé. Ce sont des êtres, vous les connaissez, suffisamment intelligents pour cloisonner parfois les choses. Mais vraiment, tout notre travail, notre enquête, le témoignage très fort, très sincère de Brigitte Macron nous laisse à penser qu'en effet, ces pistes étaient véritablement des chimères. En tout cas, il y a plusieurs aspects à découvrir. Et le fond, évidemment, c'est tout l'aspect politique de ce couple. Politique aussi, qu'il est ambitieux. Vous l'avez raconté avec beaucoup de détails. Merci, Caroline Derrien. C'est un plaisir de vous recevoir. Les Macron, c'est aux éditions Fayard. On arrive presque à la fin de cette émission. Mais d'abord, comme d'habitude, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Notre combat, c'est de faire baisser le taux d'abstention dans le quartier. Convaincre les habitants de son quartier de voter, c'est le combat de Djamila. Et le fait de se déplacer pour aller voter blanc, ça voudrait dire que dans le quartier, voilà, on sait il est où le bureau de vote. Pourquoi tu vas pas voter? J'ai 21 ans, je cherche du travail, je trouve pas parce qu'il n'y a personne qui nous aide, nous les jeunes, pour chercher du travail. Ben justement, un président ou un maire, ça sert à ça. Choquée par les taux d'abstention de 80% aux dernières élections, elle a lancé avec les jeunes du quartier un challenge pour inciter les habitants à se rendre aux urnes le 23 avril prochain. L'ascenseur social, il est en panne, c'est évident. Et il est en panne pour plusieurs raisons. Alors elles sont économiques, d'abord, elles sont aussi politiques. Parce que moi, j'en veux en particulier à nos hommes politiques qui, malheureusement, ont oublié le sujet de l'égalité des chances dans leur discours, dans leur présentation, dans aussi leurs actions. Économiques, parce qu'il y a un véritable problème aussi de chômage qui est assez endémique. On le voit sur les territoires, notamment en banlieue. Le chômage des jeunes, il est très important. Et il est encore plus important quand on a un prénom à consonance étrangère.
y a un taux de chômage particulièrement élevé ici au Nehof, est-ce que le fait aussi d'être déconnecté du monde du travail, ça joue pas sur cette déconnexion politique ? Bien sûr, ça joue énormément, effectivement, puisque dans ces quartiers-là, à l'époque, il y avait la classe ouvrière qui était active, qui avait une idéologie de classe. Tout ça, c'est totalement désagrégé. Aujourd'hui, les grands cadres, les grands corps sociaux n'existent plus, et chacun est laissé un peu à lui-même, effectivement. Ce qui est très important chez Camus, c'est cette idée qu'on ne peut plus ne pas être engagé, mais on le vit, c'est son expression d'ailleurs, comme un service militaire obligatoire, comme une sorte de charge liée à la galère du temps, comme il le dit également. Mais pour lui, cela se fait finalement sans passion. Cela se fait à la manière de ce que pouvait dire un Pascal sur l'idée que nous sommes embarqués. Voilà. C'est moins un engagement qu'une manière d'être embarqué dans son temps, à la différence de Sartre, qui lui vit davantage, notamment par ses tripes, par la passion qui l'anime, son engagement politique. J'ai déjà fait du porte-à-porte pour pousser un peu les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour des gens ? Enfin, c'est quoi vos impressions ? Des personnes qui nous ont ouvert leurs portes, c'était des personnes chaleureuses, étaient accueillantes. Mais ils aimaient discuter, ils ne voulaient pas voter. Et d'autres personnes, on a réussi à les convaincre parce que au début, ils étaient réticents, ils ne voulaient pas aller voter. Ils ont dit ouais, mais si je vote pour le mauvais, comment ça va se passer pour mes enfants ? Ils avaient peur pour leurs enfants. La garde à vue a duré 42 heures. Bon, au début, il y en a qui m'ont donné des claques et à la fin, c'était le commissaire qui me mettait des coups de genoux dans les côtes. Il m'avait menotté dans le dos pour essayer de me faire avouer, quoi. Parce que bon, ils n'avaient aucun élément et aucune trace, il n'y a rien qui apparaissait. Donc ils ont vraiment tout fait pour essayer d'obtenir des aveux. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Puis à 22h, on va plus loin. Merci encore. Belle fin de soirée à vous.